883. Cette semaine, Uncanny X-Men Volume 1, Red Wave, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée aux BD et à l'ensemble de la culture populaire. Les X-Men! Même les X-Men. Benoît Mercier micro, et cette semaine, je chante une équipe dont les membres se réinventent constamment telle une série de comics qui repart au numéro 1. Hein? Oh, ouais. On se reboot. On se reboot tout le temps. On se self-reboot. Je les prends à l'instant. Le premier, ça fait un bail qu'on l'a sorti de l'emballage d'origine. Simon Chénier est avec nous. Excuse-moi, j'ai fait ça un peu, mais c'est correct. C'est bien correct. Oui. Ben voilà, ouais, Simon Chénier. Il y a moi. Il y a toi, c'est ça. Il y a toi aussi. Ben, je suis là, oui. Je suis là depuis... c'est ça. Je suis sorti de l'emballage, moi aussi, depuis un moment. Uh-huh. Ça fait un petit bout, moins 43 ans. Et nous serons rejoints par notre ami Laurent Boutin, qui termine son quart de travail dans une librairie ici à Montréal et qui va se joindre à nous pour la première fois en 2025. De quoi va-t-il parler, Laurent? Moi, je pense qu'il va parler de tarifs. C'est son expertise. On ne vous parlera pas de tarifs. Là, on en avait entendu assez parler aujourd'hui. On a assez. On a stressé toute la Christie de journée. Puis là, il y a un mois, puis tu le quittes. Puis là, il y a quelqu'un hier qui m'a écrit sur le Discord qui m'a dit « Hey, allez-vous comme boycotter les comics? » Là, j'étais comme, hey, pour vrai, je sais, non, je pense pas. Rien contre le boycott, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec le show si on parle pas de comic book, là, ça va être compliqué, là. Ouais, c'est ça. Parler des comic books canadiens, de films canadiens. On pourrait. On pourrait se donner un défi, mais quand même. Je pense que la difficulté est plus du fait qu'après, il faut trouver une copie que tout le monde peut mettre la main dessus. Parce que moi, je peux acheter un comic canadien ou une BD canadienne ou québécoise, ça va, mais on n'achètera pas 2, 3, 4 pour tout le monde à chaque chose. Ça deviendrait un petit peu impossible. Fait que ça vient un peu de cette complexité-là aussi, là. Mais c'est ça. Si vous avez une idée, une suggestion, écrivez-moi ben@mystérieuxétonnants.com ou envoyez-nous un message vocal, le lien est dans le descriptif de l'épisode, un SpeakPipe. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas dans mes plans. Quoique je ne suis pas fermé. Si vous avez une suggestion qui est viable dans le sens où ça peut fonctionner dans le cadre du show, ben why not? Mais pour l'instant, non, ce n'est pas dans nos plans. Mais c'est une bonne... C'est une bonne suggestion quand même. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Là. On se pose des questions. C'est correct. Fait que Simon, ouais. Ça va? Oui, ça pourrait aller mieux, mais je suis là. T'es là? Je vais parler de choses qui me tentent. Bon, excellent, c'est ça le but. C'est ça. C'est ça ton mandat, puis c'est pour ça que les gens t'écoutent. Ouais, ça va faire du bien à tout le monde. Exact. Tu vas nous parler faire évader. Dynastie. Parler de dynastie un peu. Ouais. Fait qu'on va partir de ton thème qui n'est pas dynastiesque, mais qui est ton thème à toi. Il y a Maxime Isabelle dans le chat pour les gens qui nous écoutent live qui dit LME, au moins il y a ça d'encore normal dans ce monde. Je sais pas si quand c'est rendu que nous sommes normaux, Simon. Ouais, c'est ça. Puis est-ce qu'on file normaux? C'est ça l'affaire. Non, ça je te garantis que ça on essaie de vous faire de quoi de normal et il n'est pas trop choquant. Non, c'est ça. Moi, je vais en profiter, vu qu'on parle d'une BD des X-Men. J'ai une nouvelle à propos des X-Men. Yes. Ils ont annoncé, il n'y a pas si longtemps, le prochain crossover des X-Men avec tous les titres. Pas toutes, mais une bonne partie des titres du From the Ashes, maintenant. L'ère post-Krakoa. On a le... crossover qui s'appelle X-Men Hunt, qui va être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres et un tie-in sur... mais c'est ça, ça va être sur X-Men, Uncanny X-Men, NYX, Storm, X-Men, X-Factor et X-Force, avec un tie-in dans Exceptional X-Men et une conclusion dans une BD qui va s'appeler X-Men Hunt Omega. Et là, ça va raconter l'histoire. En fait, c'est Xavier qui est maintenant dans une prison
la prison qui est maintenant l'école. L'école for the Gifted Youngsters qui s'est fait transformer en prison. Et ça, on va en parler dans la BD plus tard. Et là, c'est Professeur X qui va s'échapper de la prison et pourquoi il fait ça? Ça semble être il y a comme un espèce de virus dans sa tête où on sait pas trop. Tu sais, je lis un peu entre les lignes, je veux pas trop me spoiler non plus. Ouais, je comprends. Mais ça va faire évidemment de la friction entre les différents teams et qui veut aider Xavier, qui veut pas aider. Parce que suite aux événements qu'il y a eu dans la finale, dans les derniers 1000 de Krakoa, Xavier a fait des choix plutôt dérangeants pour certains. En tout cas, fait que là, c'est ça, c'est de voir qui va se mettre de son côté, qui va être contre. Déjà, dans quelques numéros que j'ai lus, qu'il y a eu un mini crossover entre X-Men et Uncanny X-Men qui s'appelle Attack on Grey Malkin ou quelque chose comme ça. Il y avait déjà de la friction entre Rogue et Scott parce que Rogue voulait aider Xavier. Scott, il dit non, à cette heure, on est libéré de lui puis son esti drive, puis là, il a fait des affaires pas correctes. Tu sais, il y a comme, c'est ça. Fait que je pense que on a un petit peu d'indices sur ce qui s'en vient, mais là, c'est de voir comment ça va affecter tous les titres. C'est fou, pareil, parce que tu disais qu'il y avait 6 numéros, mais que c'était pas tous les numéros des X-Men qui étaient touchés. Non. Donc, il y a plus que 6 numéros en ce moment qui publient dans l'univers des X-Men. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns que c'était des mini-séries comme Dazzler, c'est déjà fini, mais il y avait 4 ou 5 numéros. Okay. Présentement, il y a Magic qui a commencé, il y a une série de Mystique, il y a une série de Psylocke, il y a un ongoing de Jean Grey, de Phoenix en fait. Ouais. Qui est dans le Cosmos, je pense. Elle a complètement embraced le Phoenix Force, puis là, elle devient comme une déesse qui combat d'autres dieux. Là. Okay. Mais c'est intéressant. C'est super. Les dessins sont magnifiques, puis c'est vraiment le fun d'avoir l'aspect cosmique des X-Men là-dedans, avec d'autres trucs plus terre à terre dans les autres titres. C'est bien. Tu sais, c'est bon. Je suis juste moins... Tout moins investi que l'époque Krakoa. Un petit peu moins investi, mais je pense que c'est aussi le temps. J'ai moins de temps présentement pour lire du comic book. Fait que quand j'en lis, tu sais, c'est tout le temps ça que je vais lire en premier, mais je suis quand même en retard sur certaines affaires. Puis c'est comme mon but de tout relire aussi, le vieux stock. Là, je suis rendu en 99, puis je suis comme un peu... je suis stallé là un peu, là. Parce que j'ai pas le temps, mais j'ai hâte, tu sais, tranquillement. Il te reste genre 25 ans de comics. Ouais. Quoi, déjà 25? À peu près, ouais. 75 à 2000, là, fait que, ouais. OK. T'en restes pas mal, surtout que dans les années 90, ben là, tu l'as vu, il y a eu une multiplication de titres, là. Puis il va y avoir un creux. On est dans le creux. Peut-être qu'au début des années 2000, il va y avoir un regain. Ouais. Mais je pense que peut-être avant l'espèce de relaunch de Morrison, il va peut-être avoir moins de titres. Parce que peut-être ça se vendait moins, tu sais. Oui, c'est vrai, de New X-Men que tu vas avoir à lire éventuellement. Ouais, c'est vrai. Puis pour les gens qui suivent peut-être pas les Mystérieux Étonnants depuis un bout, qui sont peu familiers avec le comic book, des fois on a des nouveaux auditeurs, des nouvelles auditrices. L'ère Krakoa, c'est une époque dans les comic books des X-Men où il y avait une nation mutante sur une île, un continent qui s'appelait Krakoa. Et pendant plusieurs années, tous les mutants de la planète, ou presque, vivaient sur cette île en harmonie. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ère Krakoa. C'est un peu un changement de statu quo pour les personnages, pour l'univers des X-Men. Et là, c'est redevenu un petit peu à ce que c'était auparavant. Donc, on revient un petit peu à la recette de base des X-Men. Quoique, il y a toujours des frictions. Il y a toujours... Tout le temps, chambranlant, les X-Men. Là. Ils se parlent pas beaucoup. Là. C'est comme un bon épisode de Seinfeld. Sinon, ça s'assoyait à une table pour pouvoir s'échanger. Ce qui va pas, ça se réglerait, mais... Ça a l'air que c'est pas ça. Les X-Men, c'est un soap. C'est ça. Puis aussi, tu sais,
ce qui est bien, c'est que quand même, ce qui s'est passé sur Krakoa affecte quand même le relaunch. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas comme si on oubliait. On oubliait, c'est ça, exactement. Ouais. Puis aussi, autre nouvelle concernant les X-Men, mais ça concerne aussi d'autres titres de Marvel. Il va y avoir Godzilla versus X-Men, un one-shot qui va se passer dans les années 90. Donc, c'est le team des années 90 et ça va être écrit par Fabian Nicieza qui a fait plusieurs titres à l'époque, dont X-Force et d'autres affaires. J'ai un petit peu blanc. J'ai un blanc. Voilà. Ça arrive. Puis ça fait partie d'une espèce de série, je pense, qui va avoir 6 numéros de Godzilla versus Hulk versus Spider-Man versus Fantastic Four. Moi, c'est ceux que j'ai trouvés. Je pense qu'il y en reste 2 qui n'ont pas été annoncés. Ouais. Mais voilà, écoute, tu mélanges 2 affaires que j'adore. Ouais. Écoute, si Pete de Chambre en Ville serait là-dedans, ça serait ton ultime contenu culturel, Simon. Ouais. Mais justement, tantôt, je vais vous parler d'un film qui mélange des choses très random que j'aime. Je vous garde ça pour tantôt. Si je peux permettre de compléter ta nouvelle, parce qu'on en avait, je pense, déjà glissé un mot il y a quelques semaines de ça, avant Noël, c'est que chaque période, chaque comic est dans une période particulière. Donc là, tu parlais des années 80, mais donc le prochain comic book va être dans une autre période aussi temporelle avec une autre équipe de personnages qui appartient à Marvel Comics. Ah, donc, cool. on joue un peu sur la forme aussi en campant ça dans des périodes spécifiques. Puis j'en avais parlé, mais ça fait très, très, très longtemps de ça. Peut-être même, si ça fait pas 6 mois, c'est à peu près ça. Ils vont, ou si c'est pas déjà fait, ils vont reprinter, ils vont réimprimer une collection coloriée pour la première fois depuis très longtemps, d'une époque où Godzilla était canon dans l'univers de Marvel, parce que Godzilla se promenait dans l'univers canonique de Marvel à pâter des villes, puis son ennemi juré était S.H.I.E.L.D. qui le pourchassait à coups de Helicarrier. Puis cette série-là est out of print depuis plusieurs années. Vous pouvez trouver une édition, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, qui s'appelle les Essentials. Là, c'est les gros volumes en papier, un peu cheap, en noir et blanc. Puis ce qui a été refait, ce qui a été imprimé, c'est ça, mais elle-même est en out of print. Puis depuis, ils ont annoncé, c'est ça, il y a à peu près 6 mois, une édition de luxe coloriée sur du beau papier. Il me semble qu'elle est sortie. Ça coûte relativement cher, mais considérant que ça ne sera pas à vivam aeternam dans les rayons de magasins, si vous pouvez mettre la main là-dessus, si vous pouvez vous le permettre, je pense que ça vaut la peine. Puis c'est ça, c'est Godzilla qui détruit des shit dans l'univers de Marvel Comics. Qu'est-ce que tu veux de plus, man? Ouais. Bon. Moi, j'ai une petite nouvelle, Simon, si tu veux que j'embraye sur ta nouvelle de comics. J'en ai plusieurs, mais je vais justement continuer avec une nouvelle comic book. Parce que cette semaine, veut pas, ça fait 33 ans que Image Comics a été lancé par une gang de petits gars qui travaillaient pour Marvel Comics, qui étaient écœurés de se faire exploiter. Des petits bums. Des petits bums de la BD américaine, toi. Avec leur crayon gris. Non, je peux savoir ça. C'est une référence à un mème de l'Internet très, très célèbre. Mais donc, ça fait 33 ans. Veut pas, c'est venu changer la donne à plusieurs niveaux. Non seulement ces gens-là ont eu des carrières excessivement prolifiques, qui les a propulsés à d'autres niveaux. T'sais, on peut comprendre que Jim Lee a lancé ses trucs avec Image, mais maintenant il travaille pour DC depuis des années. Il est à un niveau élevé au niveau créatif. Todd McFarlane, depuis, ne cesse de publier des Spawn. Puis même la semaine dernière, on en parlait de nouvelles séries de Spawn. Ça n'arrête pas. Ça fait 33 ans, plus de 30 ans qu'il publie. Puis ça a lancé des carrières. Puis veut pas, ça donne aussi une alternative à Marvel puis DC depuis maintenant plus de 3 décennies. Qu'il n'y avait pas vraiment avant. Des gens qui peuvent garder le droit de leur BD. Bon, vous le savez, si vous lisez du comic book, c'est un gros joueur Image Comics. Et là, veut pas, même si disons, Image Comics a beaucoup changé depuis ses débuts, on était dans les comic books, les personnages un peu plus extrêmes. Il y a du monde, dont moi, dont Jake, probablement Simon, qui regarde cette période avec une certaine affection, une certaine nostalgie, même si on reconnaît un petit peu les travers. Et une de ces séries qui a marqué le milieu du comic book, c'est une série qui a été lancée en 93, si je me souviens bien. On parle de Young Blood
par notre créateur favori, puis je dis ça à peine de façon sarcastique parce que les années, je l'aime de plus en plus. Rob Liefeld, cet enfant terrible de la bande dessinée américaine qui avait lancé Youngblood avec la gang des Image Comics, c'était son bébé à lui. Ben, ils vont rééditer Youngblood, Simon, en version deluxe. Puis là, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas d'un trade, quoique j'imagine qu'un volume va être éventuellement publié. On parle d'une sortie d'un numéro 1 en avril prochain, le 16 avril, où on reprend le numéro 1 de Youngblood et on va le ça, c'est là où ça devient un petit peu weird. On va le modifier. Donc, on va modifier les fontes, on va modifier les dialogues, on va modifier la couleur. On va finalement revamper la BD pour l'actualiser un petit peu. Puis les pieds? Probablement peut-être rajouter des pieds. Qui sait, rajouter du cadre, c'est possible. Peut-être, ça serait drôle, ça serait un bon petit truc méta. Donc ça s'en vient, numéro 1, 16 avril, numéro 1 d'une série. Donc on repart, c'est pas un reboot, on reprend les comic books, puis on les modifie, on les bonifie, puis on les sort au fur et à mesure jusqu'à temps que la série se complète. Puis j'imagine qu'éventuellement, il y aura une version couleur, pas une version couleur, pardon, une version en trade, mais ça s'en vient. C'est un petit peu, je sais pas, je comprends l'idée, mais pour les puristes, les gens qui auraient voulu mettre la main sur Youngblood, c'est un peu particulier. C'est quoi le bruit que tu as eu chez vous de quelqu'un qui a attaqué la fenêtre? Je sais pas, les voisins puis leur livraison d'épicerie à chaque lundi soir. Là. Ah, ok. Ouais, toi, c'est bon. Mais les livreurs, des fois, ils pitchent la boîte. Oui, c'est ça qui arrive. Tantôt, quand je suis rentré chez nous, parce que mes voisins ils commandent beaucoup de choses. Je pense qu'ils refont du resell, en fait, sur leur affaire, ils ont le droit. Le livreur a laissé les 2 grosses, gigantesques boîtes devant la porte, ce qui n'était pas du tout en danger pour le feu. Je te parle d'immenses boîtes qui bloquaient complètement la porte quand je suis super. C'était bravo, le dude qui a fait ça. Sinon, autre nouvelle qui provient du milieu du comic book. Dans les derniers jours, c'était le festival de bande dessinée d'Angoulême. On a des amis, d'ailleurs, de Front Froid et Nouvelle Adresse, des amis auteurs, autrices qui sont allés à Angoulême pour le festival. Puis, bon, comme n'importe quel festival de BD, il y a des annonces, des conférences. Puis, il y a eu une conférence de Joe Quesada. Joe Quesada, qui est ancien éditeur en chef de Marvel Comics, qui a un peu chapeautré le regain, le nouvel ère de Marvel Comics il y a 20 ans de ça, au début des années 2000, qui a fini par monter dans la hiérarchie de Disney, puis que finalement, il a quitté il y a quelques années, et ça avait été annoncé qu'il allait lancer sa propre maison d'édition, qui s'appelle Amazing Comics. Ben, lors du festival d'Angoulême, il a dévoilé certains des noms qui vont publier sous Amazing Comics en 2025. Là, je ne les ai pas toutes pris, mais j'en ai pris quelques-uns qui m'intéressaient. Au niveau des scénaristes, on a Derek Kolstad. Je ne sais pas si son nom te dit quelque chose, Simon. Pas du tout. C'est le scénariste qui a inventé John Wick. C'est lui qui a signé John Wick et qui est un peu le créateur de cet univers-là. On a le célèbre J. Michael Straczynski, qui d'ailleurs, jadis, sous la tutelle de Joe Quesada, il y a plusieurs années, avait quitté Marvel après un genre de il y avait eu comme un conflit avec lui, avec Joe Quesada. Puis là, ils vont travailler encore ensemble, c'est le fun. On a Garth Ennis, puis on a un certain Charles Dorfman. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça aussi, Charles Dorfman? Non. C'est le réalisateur et scénariste du super de bon film Barbarians. Un film d'horreur là, qui, ma foi, si vous ne l'avez pas découvert ça vaut vraiment la peine. Donc, il va travailler, lui aussi, sous Amazing Comics, en tant que scénariste. Et des dessinateurs qui ont été confirmés, puis il y a plusieurs noms, mais je ne les ai pas tous ici. On a Joe Quesada, qui a commencé en comic book en tant qu'artiste, un super bon dessinateur. On a Esad Ribic, on a un Ryan Stegman, et on a un certain Ronan Tolholt. Donc, voilà, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont finir par pondre. Il y a tout ça, Imagine Comics, ça avait été annoncé, je pense que c'était au festival au San Diego Comic-Con en 2024, que ça s'en venait, mais on n'a pas eu encore de confirmation. Puis cette compagnie-là existe en partenariat avec Dupuis. Je pense qu'entre autres, mais là, peut-être que je m'avance pour la distribution. En tout cas, j'imagine qu'il y aura un marché européen, mais j'ai hâte de voir ce que Joe Quesada va faire avec cette compagnie-là. Je suis excessivement curieux, et comme n'importe quoi, quand il y a de la compétition, c'est toujours bon pour le marché. Oui, effectivement. Comme aux comics, comme dans la lutte. Oui. Dans tous les marchés, en fait. Ouais. On continue avec ça, Simon? Ah ouais. OK.
Je vais vous parler de quelques films que j'ai regardés dans les dernières semaines. Je vais commencer par ce que j'ai écouté hier. J'ai écouté Venom The Last Dance. Venom. Le dernier Venom. Honnêtement, au début, un moment donné, j'ai fait comme j'écoute-tu d'autres choses? C'est jamais bon. Puis, tu sais, j'étais comme rendu à une quinzaine de minutes. Puis j'ai comme fait non, je vais le faire. Là. J'ai déjà avancé. Là, puis je regrette pas. Je pense que je l'ai peut-être plus apprécié que ouais, c'était quoi ta deuxième. relation avec les deux premiers? C'était quoi ton appréciation? J'étais pas tant investi dans ce qui se passait. Je pense que j'aimais quelques éléments, mais en gros, c'était pas super. Puis c'est un peu la même chose là. Ouais. En même temps, c'est ça, c'est que, tu sais, clairement, celui-là est influencé par la run de Donny Cates, parce qu'il avait amené l'élément de Null, le roi du Black de tous les World symbiote. Puis on a ça dans ce film-là. On touche un peu. On touche à Null, mais vraiment de surface. Ce qui fait qu'au final, t'es comme OK, mais il manquait comme quelque chose. En fait, je pense que le film, ce qui se passe ferait un bon comique, mais ça fait pas nécessairement un bon film. Parce que c'est vraiment un... en ayant lu le potentiel, tu fais comme oh shit, ça s'en va là, mais finalement, oh non, ça va pas si profond. Puis je peux comprendre parce que c'est quand même un gros morceau. C'est une grosse run de cette série-là de Donny Cates. C'est ça. On parle de quoi? Pas une soixantaine, une cinquantaine peut-être de numéros? Facile, là, avec minimum, des events puis des spin-offs puis tout. Là. Mais, tu sais, honnêtement, à la fin, j'ai eu une petite émotion. Quand même. Je pense que le film est quand même bien monté, qui fait que je carrais un peu rendu vers la fin pour la relation entre Eddie Brock et le symbiote. Mais est-ce que c'est parce que je lis Venom que je me sentais de même? Peut-être. Ou c'est vraiment le film? Ça, je ne sais pas. Parce que, tu sais, le jeu de Tom Hardy dans ces films-là est dur à comprendre. Il est comme un des Stooges. C'est comme si un des Stooges avait obtenu le Venom. Et, mais je sais qu'il y a du fun à faire ces films-là. C'était son bébé. Ça paraît, mais c'est très wacky comme personnage. Là. Ouais, c'est ça. C'était... Fait qu'au final, c'est comme, OK, je l'ai vu, c'est fait, c'est réglé. Ouais. C'est un des, mettons, c'est pas des grosses fleurs que je lance au film, mais c'est un des meilleurs films du Sonic Universe. Sony Universe. Ouais. Non, tous ceux que moi j'ai vus, j'ai pas vu Craven. Les deux premiers Venom sont pas les meilleurs. Non, tu veux pas écouter ça. T'as-tu écouté Madame Web? Ouais. C'est choquant. Mon Dieu. On dirait que... Je sais pas ce qui s'est passé. On dirait que c'est la version de ChatGPT 0.3 qui a inventé le scénario de ce Christy de film-là. Puis, tu sais, moi, habituellement, je suis bon public, mais il n'y a pas vraiment de qualité rédemptive dans cette cinématographique. Malheureusement. Venom, c'était celui qui se rapprochait le plus d'un film. Très bon film de 97. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bon en 97. Sinon, un autre film qui, je crois, est peut-être sorti en 97, non, peut-être un peu avant, mais j'ai enfin regardé le film Space Truckers. Enfin! C'est un film que j'avais pas regardé de la filmographie de Stuart Gordon. C'est Stuart Gordon? Nice. C'est ça. C'est justement, je pense que c'est ça qui fait la différence avec un titre comme ça, une histoire comme ça. C'est vraiment un genre de western dans l'espace où Dennis Hopper est un trucker qui doit livrer un cargo de... Il sait pas ce que c'est. Mais finalement, c'est comme des espèces de robots tueurs. Il se fait aider par Stephen Dorff puis par Demi Mazar. Puis il y a Charles Dance qui est là-dedans, qui
qui est l'inventeur des robots et qui se fait double crosser par son boss et là qui veut se venger et qui est maintenant un genre de mi-homme, mi-robot, donc un genre de cyborg. Mais il y a comme... C'est très cartoon, mais c'est très violent aussi. C'est un film PG-13, mais fait que la violence est là, mais c'est pas du sang, c'est comme des... Comment je pourrais dire? Il y a du sang de couleurs différentes parce que c'est dans l'espace. Fait que tu peux t'en permettre plus. T'sais. Ok, je comprends. Puis, mais pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. C'est-tu réalisé je m'attendais pas. Scénarisé par Stuart Gordon? C'était Stuart Gordon, mais je sais pas si c'est... Il a réalisé, je sais pas s'il a scénarisé, j'imagine, ou il a sûrement mis son grain de sel là-dedans. Mais c'est ça aussi, tu sais, on avait tellement aimé RoboJox qu'on l'avait écouté. C'est pas aussi bon que RoboJox, mais quand même, c'est hyper divertissant. Puis, ouais, Dennis Hopper en héros aussi, c'est rare. D'habitude, il joue tout le temps une espèce de freak. Là, ben, c'est Dennis Hopper quand même, mais il est le fun. Puis Charles Dance en espèce de cyborg qui doit faire craquer quelque chose pour faire marcher son pénis. Là. Ah, OK. Comme une genre de... Comme quand tu pars une chainsaw. Là. Okay. Ouais. Pourquoi il faut qu'il fasse fonctionner son... parce qu'il y a des... Il y a des désirs. Ça se rend pas là, mais okay. Vu que c'est un méchant, c'est ça. Yeah. Il faut qu'il se craque. Fait que c'est comme ma découverte à date là, de l'année. J'ai vraiment aimé ça. Sinon, j'ai écouté China O'Brien 1 et 2. C'est 2 films avec Cynthia Rothrock. Et mettant en vedette aussi Richard Norton, avec qui elle a fait plusieurs films. Et c'est réalisé par Robert Clouse, qui a fait entre autres Enter the Dragon, mais aussi Jim Kata. Le gymnaste qui fait des arts martiaux. Ouais, c'est ça. Jim Kata. Je te dirais que la qualité des China O'Brien se situe entre les deux. Je pense que c'est vraiment... C'est le premier film américain que Cynthia Rothrock a fait, mais c'est produit par le cinéma, par une compagnie de Hong Kong. Ouais, c'est juste Golden Harvest, c'est ça. Puis je pense que ça aurait été bien que ça soit réalisé par un réalisateur de Hong Kong, parce que Robert Clouse, à place... C'est comme si, pour les combats, à la place de faire ça rapide et le fun, il met ça au ralenti, puis c'est un peu plate. Mais je pense que l'intérêt de ces 2 films-là, c'est juste parce que ça se passe aux États-Unis. C'est Cynthia, qui est une ancienne policière qui retourne dans son village, comme un film de Hallmark, mais qui qui se rend compte que la ville est... le shérif, pas le shérif parce que le shérif c'est son père, mais le reste de la ville, les politiciens et tout ça, c'est tout corrompu. Fait qu'il faut qu'elle fasse le ménage avec des round kicks, puis elle se présente aux jeune professionnel qui va y faire rappeler le sens de Noël, c'est pas ça. Non, elle rencontre Richard Norton qui va juste l'aider à tapocher des rednecks. Puis l'affaire que j'ai le plus aimé, c'est que toutes les espèces de sbires, puis les thugs, puis les goons de ce film-là sont toutes affreux. Ah, c'est ça les photos que tu as partagées dans le Discord des Mystérieux Étonnants. Ouais. Tu disais que tu en avais des préférés, puis tu les prenais en photo. C'est le festival de la moustache, hein? Ah, c'est de la moustache molle, weird, avec des faces, avec des cratères, puis des messieurs. Tu sais, c'est comme... Tous 29 ans, mais ils ont l'impression qu'ils sont... C'est ça, c'est ça. C'est sûr que Cynthia Rothrock va casser des gueules là-dedans. Puis l'affaire, c'est que les 2 films ont été tournés en même temps, fait que t'as comme des goons qui reviennent dans d'autres rôles. Puis aussi, vu que c'était produit par Hong Kong, ben t'as des cascadeurs chinois qui ont
des déguisements de c'est des Américains hein, avec des fausses barbes. Mais ils sont filmés tellement rapidement là, que si t'as pas l'œil, tu le remarques pas. Mais... Pour vous donner une idée à la maison là, pour le visuel de ces sbires-là, les photos, moi, ce que ça m'inspirait, c'est quand tu vas dans un ancien bowling qui jadis, on pouvait y fumer. Ouais. Oui, ça sent relativement propre, mais il y a tout le temps comme un relent de vieille botch. C'est un peu comme l'air de sentir ça. Ils ont mis de l'aftershave, mais ils swing. Ça sent le swing. C'est ça. Tu vas au bord du bowling, puis le plancher est en tapis. Oui, c'est ça. Puis ce tapis-là, il est plus vieux que toi. C'est ça. Puis sinon, dernier film que je veux parler qui mélange plusieurs de mes obsessions. Ça mélange X-Men, Terre humaine et L'An 50. Malheureusement, non. C'est le film Visiting Hours, un thriller avec Michael Ironside qui joue un tueur misogyne qui veut absolument finir la job qu'il a botché au début du film. Donc, il s'en va à l'hôpital où sa victime est, puis il commence à tuer plein de monde là-bas. Dans l'hôpital. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ça mélange mes obsessions? C'est que dedans, on a Léonard Zahn qui fait la voix de Rogue. Qui a un rôle. Dans la série animée, tu parles. Oui, dans la série animée. On a aussi de Terre humaine, Daniel Schneider et Yvan Ducharme. Et de L'An 50, c'est réalisé par Jean-Claude Laure. Donc, c'est un film très Montréal, même si ça ne dit jamais que c'est à Montréal. Puis tu vois les plaques d'immatriculation du Québec. Puis tu sais, c'est. Montréal de quelle année à peu près, les années 80? 1980, à peu près. 80-82, mettons. Puis en plus, t'as William Shatner dedans. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait pas grand-chose, je vais te dire. Fait-tu un caméo? Il fait de l'argent. Il fait-tu un caméo? Ouais, c'est ça. Il est là il y a un second rôle du mari d'une des victimes. Là. Je sais pas, il était là cette fin de semaine-là, puis il a dit « je vais jouer dans ton film. » Il restait de la famille. Ouais. Mais le film est rough, c'est ça l'affaire, c'est que j'étais pas dans le mood là, pour de quoi de... J'avais un besoin de un petit peu plus d'humour, je pense, dans ce que je regardais. Puis là, c'était vraiment comme glauque. Mais c'était efficace. Michael Ironside dans Psychopathe, ça fonctionnait. Le thriller fonctionnait. Donc, tu sais, j'enlève rien à Jean-Claude Laure. C'est juste que moi, j'étais pas dans ce mood-là. Mais si vous voulez quelque chose de foncièrement canadien, même québécois, mais anglais... Visiting Hours, c'est quand même quelque chose. Excellent. Voilà. Je suis quand même curieux. Je me demande si c'est l'époque où Ironside vivait à Montréal. Parce qu'il y a eu un appartement ici à Montréal pendant plusieurs années. Il y a des chances. J'ai regardé un autre film où il jouait un policier, puis ça se passait à Montréal. Puis il était, genre, son boss, c'était... ah, mon Dieu... Comment il s'appelait? Un acteur quel? Aubert Palacio qui jouait dans L'Héritage. Il y avait des scènes qui se passaient sur la rue Ontario à côté ici. Je sais même pas comment ça se fait que tu sais ce nom-là. Aubert Palacio. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que tu veux? It's your thing. C'est ta maladie. Ouais, c'est ça. En parlant de maladie, je vais te parler de ma maladie à moi parce que j'ai une obsession pour la franchise Scream. Puis à chaque fois que je vois une nouvelle passer, mais pas toujours. Il y en a des semaines où j'ai pas le temps d'en parler ou finalement je vous apporte pas de nouvelles. Mais celle-ci, c'est comme trop gros pour que moi j'en parle pas en tant que fan depuis les années 90 de ce slasher-là, qui était vraiment mon premier film d'horreur. Je suis tombé en amour avec les films de Wes Craven, mais surtout de style Scream à partir de ce moment-là. Puis c'est au grand plaisir de plusieurs fans qui ont appris ou qui vont apprendre en écoutant l'émission que Matthew Lillard, l'acteur Matthew Lillard qui jouait Stu Macker dans le premier Scream, sera de retour finalement dans le 7 qui est présentement en production et qui va sortir l'année prochaine. Et en parlant de belles choses qui s'en viennent, on a Laurent Boutin qui est là. Hey, le retour, c'est notre Matthew Lillard. Wow, je suis frappé. Salut Laurent, ça va? Ça va, vous autres? Ben oui, prends le temps d'arriver. Ouais, c'est une grosse journée aujourd'hui. Là. Une grosse année, hein? On pourrait switcher. Ça pourrait slacker un peu. Hein?
Mais ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Donc, Matthew Lillard qui va revenir dans le rôle de Stu Macker, ça fait longtemps que les gens voulaient le voir de retour dans la franchise. Il faut dire qu'il était supposé être dans le film Scream 3, qui est sorti en 2003, mais finalement, le scénario avait été altéré en raison des événements de Columbine en 99, et depuis, il y a toujours eu d'humeur qu'on allait le ramener. Donc, ça a été confirmé. Sous quelle forme? Est-ce que ça va être comme à travers un flashback? Est-ce que ça va être vraiment son personnage qui est présent? Ça reste à confirmer, mais on sait qu'il sera là. Puis il y a un autre acteur de retour dans la franchise qui lui aussi est censé être mort dans la franchise des Scream. C'est un certain Scott Foley. Scott Foley, qui était le méchant du troisième, qui s'appelait Roman Bridger, l'espèce d'instigateur de toute la première trilogie finalement des Scream, va être aussi dans Scream 7 pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas sous quelle forme, parce qu'il a mangé une balle dans la tête à la fin de Scream 3. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Spoilers! Ben là, le film est sorti en 2003. Fait que ça fait genre 22 ans, Laurent, que tu as eu le temps de l'écouter. Il y a probablement du monde qui viennent, avec qui tu travailles, qui ont l'âge de Scream 3. Fait que, Cette semaine, au travail, on a eu droit à notre premier... Oh wow, la Jean-Jean, te rappelles-tu de ça? Je lisais ça quand j'étais jeune. Il tabarnouche! Oh wow. Ouais, puis j'étais comme, mais c'était hier. Ben oui. Donc, ces deux acteurs-là vont rejoindre Neve Campbell, Courtney Cox, Joe McHale, qui rejoint maintenant aussi la production, Jason Gooding et McKenna Grace. Le réalisateur, je vous le rappelle, c'est Kevin Williamson, le créateur de la franchise, celui qui a scénarisé le premier film. Et ça va sortir le 27 février, mais 2026, donc c'est quand même un petit bout. Mais J'ai vu qu'ils ont, à cause justement, je pense que du retour de Matthew Lillard puis de l'autre, qu'il y a des personnages qui sont morts, ils commencent à avoir des mèmes, genre. Oui, des mèmes. Et là, j'ai vu le poster de Creed dans cette scène de Scream et de retour dans Scream 7. J'étais comme tabarnak. Ouais, il y a un poster de Scream. Le toupette de Courtney Cox du 3 va revenir. C'est très bon. Ça me fait bien rire. Des fois, l'Internet, ça a des bonnes choses. Ça fait des bonnes choses. Et on va poursuivre avec toi, monsieur Laurent. Je suis pas parti assez longtemps pour que tu passes mon thème à d'autres. Juste Jake. Voilà. Hey, avant qu'il dise sa nouvelle, je veux juste dire à Laurent qu'il va y avoir un comic de Godzilla vs X-Men. Oui, on en a parlé tantôt pendant que tu n'étais pas là. Ben, j'ai vu qu'il va y avoir des Godzilla versus plein d'affaires. Ouais, Hulk, Fantastic Four, Spider-Man, puis deux autres qui n'ont pas été annoncés. Puis là, j'étais comme, j'achète tout ça ou ça va être un trade? Mais c'est sûr que ça va être un trade, Laurent. Ils vont dire, ouais. Et anyway, tu peux pas acheter, ça va te coûter genre, c'est quoi, $15 le single? C'est rendu combien un single? Ben, ouais, j'ai des nouvelles. Ben, en tout cas, avez-vous parlé de ça déjà? De quoi ça? De l'impact de ces nouvelles mesures? Non, qui a été repoussé pour un mois pour l'instant, là, mais éventuellement, oui, il y aura un impact. Toi, t'as des détails par rapport à ça? Ben, écoute, je peux commencer par ça parce que je suis curieux, en fait. J'ai un peu fouillé Bleeding Cool juste avant de venir, puis il y avait comme c'est updaté à l'heure, là, ou à peu près, parce que les affaires brassent au cas où vous avez la tête dans le cul depuis le début de l'année. Ben, des fois, j'aimerais ça l'avoir dans le cul, honnêtement. Oui, moi j'allais dans le cul, mais j'entends les choses malgré tout, mais très clairement. Ouais. C'est un petit peu trop. Et il se passe deux grosses affaires, si j'ai bien compris, du côté des comics. La première, c'est que Diamond fait faillite. Oui. Diamond, le distributeur de comic book. Diamond, le genre qui a longtemps eu le monopole de la distribution de comic book. Puis que là, en tout cas, j'ai pas tout lu en détail, mais là, genre les deux gros, Marvel et DC, ils étaient comme solo maintenant. Depuis un petit bout, mais t'as passé quand même en quelque part par Diamond. Fait que je pense que l'avenir est très incertain pour tout ce qui est l'industrie du comic book à ce niveau-là. Plus, là, en fin de semaine, j'étais comme, ah ouais, mais tu sais, comme justement, est-ce que tous ces frais, ces 25% de frais de part et d'autre vont augmenter le prix de nos comics? C'est clair. Oui, mais encore pire que je pensais, parce que j'étais comme, ceci vient des États-Unis, donc nous, on vient de leur mettre un 25% de plus, mais ça vient des États-Unis, mais aussi ça vient du Canada, parce que la plupart des comics sont imprimés par Transcontinental au Canada. Fait que là, ça fait comme un back and forth de 25%. Ouais.
Ça augmente à chaque fois. Fait que oui, probablement que $15 le floppy, t'es pas bien loin. Ceci dit, la nouvelle de dernière heure que Bleeding Cool relayait, c'était que Transcontinental, donc qui imprime la majeure partie de ces comics-là, offrait gracieusement à l'industrie du comics de payer les 25% de frais pour les 3 premiers mois. C'est-à-dire que genre on n'aura pas les reins assez solides pour faire ça tout le temps. Évidemment, déjà que si j'ai bien compris, Diamond leur doit $250,000 parce que c'est eux aussi qui imprimaient le catalogue Previews qui sont beaucoup de. Oui, fait que c'est ça, eux sont déjà endettés, mais c'est quand même une très grosse structure transcontinentale et aussi ça appartient à Québécois, je vous le rappelle. Fait qu'ils ont les reins assez solides pour offrir de payer cette surcharge-là aux gens pour qu'ils puissent continuer à imprimer. Ça doit être profitable pour eux. Hein. Ben, je leur souhaite qu'il y ait une forme de fidélité qui s'instaure. C'est genre, merci, on t'en doit une, puis on va continuer à imprimer chez vous après. Ouais. C'est pas juste comme on va profiter de ces 3 mois gratis, dis-je entre parenthèses, parce que c'est quand même pas gratis, mais ça n'augmente pas. Mais puis pour ensuite tout remettre ça aux États-Unis, ou en tout cas, ça se pourrait que ça soit ça aussi. Mais voilà. D'ailleurs, si je peux me permettre... C'est ce que j'en sais pour l'instant. Si je peux me permettre, là, on parle des comic books là, qui passent la frontière, back and forth. C'est aussi le cas pour plein d'autres choses. Une voiture passe des 2 côtés de la frontière pendant, comme je sais pas combien de fois avant de se vendre. Donc, c'est pas... Vous l'avez entendu là, toute la journée, il y a des experts qui connaissent ça, qui en ont parlé, mais c'est assez faramineux. Je sais pas si le but est de vous dire acheter maintenant, pendant que c'est encore achetable. Ben, je sais vraiment pas. Qui va pouvoir se permettre ça? Puis je veux dire, même si en tout cas... T'achètes-tu encore du single, toi? J'achète très peu. J'achète mon Hulk puis mon Fantastic Four à tous les mois depuis trop longtemps maintenant. Ça prend une place qui n'a pas rapport pour des choses que je vais probablement jamais relire. Ta copine doit être super contente. On parle pas de ça. Allô, Canada. Mais tu sais, j'en achète pas, tu sais, justement, j'achète 2 titres par mois. Là, je t'avoue que j'ai un peu flanché cette semaine parce qu'il y avait, non seulement il y a plein de titres de Godzilla, mais aussi plein de titres de Galactus. En ce moment, plein de What If de Galactus, en fait. Comme des Herald différents. Puis là, j'étais comme, là, j'en ai pogné 2, j'en ai pogné un, c'est genre What If Rogue était un héros de Galactus, puis What If Gambit. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait d'autres que j'ai pas vu, genre Hulk ou, en tout cas, j'étais comme, oh shit, mais là, plus de Galactus, Mais c'est ça, c'est quand même ciblé, mon affaire. En général, j'attends les trades. Là, parce que, tu pourrais acheter Toi, t'es pas abonné à Marvel Unlimited? Non. Mais... Oui. C'est parce que ma pile physique est déjà tellement grosse. Oui, je comprends. Puis là, je suis comme... What if si je me mets à lire plein de comics numériques, puis que tout ceci ne fait que s'empiler et prendre la poussière, comme on dirait que je peux pas l'envisager si au moins en tout cas. En fin de semaine, je suis allé dans une librairie puis je me suis acheté un livre, même si j'ai une pile à lire qui est haute probablement comme le plafond. Là. Ouais. Ben tu vois, moi, vu que je déménageais, j'ai comme mis un frein un peu. Mm-hmm. Mais là, comme cette semaine, là, j'étais comme... Tu sais, ça fait... genre 9 jours que j'ai déménagé. Puis cette semaine, j'étais comme, bon, ben on rouvre les valves. J'ai acheté plein de shit que je suis comme, je sais pas quand je vais lire ça, mais j'en ai besoin, I guess. On pourrait mettre ça dans des REER, Laurent. Ouais. Mais shout-out la librairie Résonance sur Beaubien. Oui, j'ai vu que, en fait, tu as fait une apparition sur leurs médias sociaux. Ouais. Ta photo qui était bien content d'avoir acheté quoi? J'ai acheté un livre sur mon groupe préféré de Jesus and Mary Chain. Okay. Puis un livre sur la création de Switched On Back de Wendy Carlos, qui est comme une pionnière des instruments électroniques, qui a aussi fait la trame sonore. On la connaît peut-être plus pour la trame sonore de Clockwork Orange. Mais tout cela est bien nerd. Puis t'as accepté de te faire en photo. Ouais. J'ai aussi acheté un fanzine sur l'histoire de la mandoline au Canada. Parce que why not, hein? Why not?
Ouais. La recherche, ça, Laurent. C'est de la... Oui, je sais pas quand est-ce Un que... produit canadien? Un produit Oui, canadien, mais, c'est ça. définitivement des produits canadiens. J'en Fait que- profite, Laurent, parce que j'ai posé la question tantôt aux auditeurs, mais je voulais avoir la perspective de quelqu'un qui lit du comic book, de la bande dessinée comme toi. Mhm. Quelqu'un a proposé là, il y a un mois, là, de salaire de sourcil là, avant que l'autre s'énerve, là, mais qu'est-ce qu'on fait niveau comic book? On les boycotte-tu? On en parle? Puis là, je ne demande pas une réponse qui est ultime et parfaite, là, parce qu'il y a beaucoup de réponses possibles. Là. Ouais. Mais disons, c'est quoi ton feeling? Moi, mon feeling, là, c'est que boycotter l'art, c'est jamais la solution. Paraît que c'est peut-être pas la chose la plus subventionnée. Tu sais que je comprends tout à fait. Acheter locaux, acheter de la BD québécoise, ça, je vais jamais rien dire contre, mais tu sais, boycotter, je veux dire, ces gens-là, même peu importe leur origine, s'ils font de la BD, sont pauvres. Mhm. Ça a pas, tu sais, comme ça peut avoir un impact très négatif sur les artistes, beaucoup plus que ce que ça aura ultimement sur des traités qui concernent surtout des pétroles et des chars, là. Fait que je dis. Les comic shops, les bouquins, Ben, les c'est ça bouquineries, aussi, les petites ça boutiques peut- de comic book là, qui me font. Je pense à eux autres. Là. Ben oui, parce que là, eux, c'est genre 95% de leur offre Ben des ouais. États-Unis. Ça, moi, pour vrai, ça peut être épouvantable. Ceci dit, tu sais, je pense, bon, écoute, peut-être que Marvel et DC, ça va moins les impacter, mais c'est ça. Je Ouais. garderais ma grogne pour des plus grosses affaires, des Amazon, des Netflix, tu sais, des grosses compagnies que dans l'eau, s'il y a un mouvement, ça peut paraître, mais tu sais, je pense pas que si on fait couler l'industrie du comic, ça va faire plier Donald Trump. Non. Mettons, tu sais. Je pense qu'ils s'en collent, ça. Un peu. Ouais, ben c'est ça. Fait que personnellement, je trouve pas que c'est une solution. Ben après. Vous saviez pas qu'il était effectivement, grand- j'ai pas. J'étais pas le grand savoir fan de divin, Jet mais- 13. là. Ah oui, Donald Trump, ça? Ouais. Ah, ben écoute, Ouais. je. J'étais très fan des covers de J. Scott Campbell. Ah, oui, ben qui ne l'est Qui ne l'était pas. C'est vrai que. Il y a trop de diversité sur ces covers-là, par exemple. Oui. Ben, étant donné qu'il agit comme un petit gars de 10 ans, j'ai aucune peine à croire qu'il a les mêmes goûts que moi quand j'étais t'avais un 10 petit ans. gars de 10 ans. oui. Fait c'est que, ça. ouais, J. ouais, cela fait du sens. Gen 13, Danger Girl, Witchblade. Ouais, Witchblade, je pense qu'il me baisse. Ouais. D'après moi, c'était un gars de Witchblade. Mais disons, mon Simon, attends une minute. Moi, de sortir ça, on y va avec Simon Thème Short. Voilà. Ben, je peux vous parler de Dynasty. J'attendais toute la semaine pour ça. J'ai enfin fini de Enfin. regarder 9 saisons, 220 épisodes et 2 téléfilms. Parce que, oui, il y a eu 2 téléfilms après. Enfin, la 9e saison finit sur un cliffhanger et ça a été cancellé. Et pour terminer le tout, 2 ans plus tard, ils ont fait Dynasty The Reunion, qui est 2 films d'une heure et demie, qui concluent la série. Comme Baywatch. Ouais, c'est vrai. Baywatch avait fait un téléfilm aussi. Là, okay. Dynasty, c'est pas... Tu sais, je pense qu'on est habitué avec la télé maintenant qu'il y a un certain niveau de continuité et d'amour dans les histoires et il y a une logique. Même si ça dure 9 saisons, ça peut avoir une logique. Dynasty, tu vois que c'était écrit quasiment épisode par épisode. Et c'était beaucoup de plot twists, les affaires de double, evil, de massacre dans une église, dans un mariage. Il y a tellement toutes les espèces de tropes de soap, mais sur une plateforme un petit peu plus élevée que, mettons, Santa Barbara puis Top Model. Ouais. Mais c'était ça, Dynasty. Puis c'est très répétitif. Et les choses... les personnages ont la mémoire très courte sur des événements qui se sont passés. Fait que finalement, comme un personnage... t'as fait de Chris Smallville.
Ben ouais, Smallville devait être ça, mais Smallville avait quand même la qualité de production. Ouais, puis il y avait déjà du matériel qui existait, fait qu'ils pouvaient piger là-dedans. Tu sais, par rapport à Superman, là, c'est juste comme des riches qui s'entre-déchirent, une famille qui s'entre-déchire. Moi, j'adore quand les riches s'entre-déchirent, mais j'aime ça aussi que ça tienne la route. Fait que ma review pour l'ensemble de Dynasty, c'est... Fait que t'as aimé ça. Ben, pour vrai, j'ai quand même eu du fun parce qu'il y avait tellement d'affaires qui faisaient pas de sens. L'enlèvement extraterrestre, ça, c'est quand même intense. Là. Ben, c'est ça. Il y a cette affaire-là qui est... Tu sais, il y a des extraterrestres dans Dynasty et c'est pas... ça a un genre d'impact dans la série, mais plus comme elle, c'est ça qui a dit qui est arrivé, puis finalement, on la croit pas, puis elle est folle. C'est un peu ça. Mais c'est arrivé, on l'a vu. T'sais. Crédible. Puis aussi, je pense que la série souffre beaucoup de recasting. T'as des personnages qui se font... qui disparaissent pendant une saison, puis qui reviennent, puis c'est quelqu'un d'autre. Ah, ça, c'est fou. Mais là, un des personnages qui est le plus farfelu, je dirais, c'est t'as le fils Stephen Carrington, qui est le personnage homosexuel de la série, bien que on le voit juste comme faire des hugs à quelqu'un. Puis tu te dis, il est gay, tu sais. Il est gay 80, genre. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Il pouvait pas embrasser un dude là, à la télé. Puis même là, il était là les 2 premières saisons. Puis à un moment donné, il est parti. Le personnage a quitté parce que son père acceptait pas qu'il soit gay. Et quand il est revenu suite à une explosion sur un bateau. Et là, il y a eu de la reconstruction faciale, ce qui expliquait le recasting. Et là, il n'était plus gay non plus. Ils ont arrangé ça en même temps, c'est ça qu'ils disaient? Ben, ouais. Il y avait comme... je le suis, mais finalement, tu sais... c'est comme si il n'était pas capable de comprendre le concept d'être bi. Fait que c'était juste un ou l'autre. Mais là, je m'éloigne un peu. C'est que l'affaire, c'est que l'acteur qui jouait dans les 2 premières saisons, mais c'est ça, il a été remplacé par l'autre, et là, ils ont expliqué la face à cause de la chirurgie plastique. Puis ce gars-là, il a fait à peu près 5-6 saisons. Mais là, dans la finale de Return, c'est l'acteur du début qui revient, qui reprend son rôle, et on n'explique pas sa face, et il est maintenant gay. Chose qu'il n'était pas capable de dealer avec l'autre personnage. OK. Bon. Fait que c'est beaucoup des choses comme ça qui me faisaient bien rire, mais tu sais, si t'écoutes ça pour de la qualité, c'est pas là que tu vas la trouver. Mais là, attends, penses-tu que c'est le deuxième acteur qui était comme moi je joue pas. Moi, je suis pas gay. C'est dans mon contrat. Non, ben, c'est pas l'acteur, en fait, c'est la production. C'est pour ça que le premier est parti. Parce que lui, il voulait comme, tu sais, y aller à fond puis le jouer complètement. Puis ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre parce que, justement... Il voulait pas. La production, c'est trop edgy. C'est ça. Puis aussi, c'est ça, je veux parler de la finale qui... une chance qu'il y a eu la finale, parce que ça finissait au moins des cliffhangers qui n'avaient pas réglé. Et là, on a notre personnage principal qui est Blake, le père de la famille, qui était... c'est ça. Je pense à plein d'affaires en même temps, que Blake, à un moment donné, il a violé sa femme. Mais ça, on l'oublie. Puis il a tué le conjoint de son fils. Puis ça, on l'oublie. Parce que il devient gentil des fois. On a le fils Adam qui a essayé de tuer son beau-frère, qui a manipulé tout le monde, mais que à la fin,
finalement, il est correct, mais non, finalement, non. Il est méchant. Puis, en tout cas. Puis là, c'est ça. Le problème avec la finale de Reunion, c'est le recasting de plusieurs personnages qui fait que tu n'es pas attaché du tout. T'as écouté comme 9 saisons avec le même acteur, puis là, t'as quelqu'un d'autre qui arrive, qui joue, puis là, t'es comme, OK, what the fuck. Mais dans la finale, il y avait aussi du brainwashing. Il y a la blonde de Blake, Christelle, la femme plutôt, qui s'est fait brainwasher et qui devient un peu le Winter Soldier parce qu'il faut qu'elle tue Blake. Il y a une société secrète qui essaie de détruire la famille des Carrington. T'as aussi t'as un catfight vraiment gratuit parce que il y en avait dans Dynasty, puis il fallait absolument en mettre un. Mais moi, j'étais vraiment déçu qu'on n'adresse pas du tout les extraterrestres. Ça n'a jamais été adressé. Non, c'est ça. Ils en ont parlé très brièvement. Et c'est ça. Je suis comme... J'ai aimé ça. J'ai aimé mon expérience. Je pense que c'était moins pénible que Place Melrose. Mais en même temps, tu sais, je l'ai fait pour que personne aille le faire. Je pense que personne allait le faire. Simon. Merci Simon, mais tu t'es comme piché sur une épique, personne allait marcher dessus. C'est ça. Non, moi j'y allais, là. Je commençais là. Ah ouais? Ouais. Mais là, tu vas écouter la deuxième génération, là, comme nouvelle génération, il y a eu des dynasties. Là. Ah ben il y a eu un remake, ouais. Un remake, c'était pas comme une suite ou un... Non, c'était vraiment... Puis ça, je l'avais même écouté dans le temps, mais j'avais écouté une saison, puis c'était spécial, mais... Non, là, je pense que j'ai fait le tour là, de Dynasty, puis je n'écouterai pas Dallas. Je pense que tu devrais, à un moment donné, c'est de te taper le multiverse de K2000, Knight Rider. Parce qu'il y a eu des pilotes qui étaient des téléfilms qui étaient des pilotes pour des séries, finalement, qui n'ont pas eu lieu avec des personnages différents. Puis il y a des timelines dans Knight Rider. Il y a même Team Knight Rider avec toutes les motos puis les trucks qui se parlent. Puis c'est une franchise, on se souvient là, celle des années 80, mais c'est beaucoup plus large que ça. Là. Ouais. Il y en a eu, il me semble, dans le futur aussi. Ça se peut. Il y en a eu une plus récente à un moment donné où c'est le fils d'Hasselhoff qui est là, puis c'est pas le même Keith, puis c'est pas la même voix, parce que le gars qui fait la voix pour les annonces de Ford ou je sais plus quoi, là, il a une marque de char, il pouvait pas, fait que c'était wow. Dan Bigra? Non, hey man, la voix de K2000, mais c'est Dan Bigra. Là. Hey, je l'écouterais. Moi aussi. Hey, Michael. Là, je suis tranquillement en train de passer à travers Miami Vice et aussi The Renegade avec Lorenzo Lamas, qui joue un policier qui s'est fait accuser de meurtre, donc il devient chasseur de primes. Bon. Et puis là, il s'en va fourrer des filles dans des fait qu'il y a un midlife crisis en sauvant du monde. Okay. C'est pas super bon et c'est très épisodique, mais écoutez, c'est Lorenzo Lamas. Mais Miami Vice, c'est supposé être bon pour vrai, non? Ouais, c'est comme Glow au bout, Miami Vice. À date, c'est bon. Je pense que je suis dans la 3e saison, puis c'est très bon, mais je sais qu'à un moment donné, il y a des extraterrestres aussi. Donc, c'est comme le point où une série jump le shark. Là, quand c'est très groundé, puis d'un coup, tu as des extraterrestres. Fait que, ouais. Tu sais, le film des années 80, là, Can't Hardly Wait, là, c'est un gros party, puis c'est avec Jennifer Love Hewitt. C'est années 90. Années 90, pardon. Si vous écoutez le film, que je trouve quand même très bien, à la fin du générique, les deux nerds se font enlever par des extraterrestres. Ça détonne complètement du reste du film. Puis souvent que le monde se tape. Pas de ça. Personne ne se souvient parce que personne n'écoute la fin du générique de Can't Hardly Wait. Mais à la fin du générique, t'as les deux nerds. On faisait pas ça dans ce temps-là. Non, c'est ça. Se font kidnapper par des extraterrestres. Ouais, c'est super gratuit. Ouais, Pourquoi pas? Why not? Ben, on parle de vieilles affaires. Moi aussi, j'ai regardé quelque chose qui ramène des vieilles affaires. Les années 90, au goût du jour, encore une fois. Tantôt, je parlais de Youngblood, Laurent. J'ai parlé de Scream. Puis là, je vais parler de Tom Green parce que Tom Green est en train de faire un retour. Oui, il est pas j'ai sous vu forme ça. de Pug.
Il y a un documentaire qui est sorti sur Amazon Prime qui Sous s'appelle... forme de documentaire. Sous forme de documentaire qui s'appelle This is the Tom Green Documentary, disponible sur Amazon Prime. Puis je dis que il y a un renouveau parce que ça fait suite aussi, ou pas plutôt ça fait suite, mais ça déclenche un genre de cycle de Tom Green parce que son comedy special I Got a Mule est aussi disponible sur Amazon Prime. Puis depuis la semaine dernière, depuis le 31 janvier, il y a sa télé-réalité qui s'appelle Tom Green Country, où c'est Tom Green sur sa ferme qu'il a littéralement acheté au Canada, parce qu'il est de retour au Canada. Puis c'est lui qui essaye d'élever des poulets, puis de réparer des animaux, Pas pour l'instant, c'est très Moi, je le connais juste pour ça. C'est très léger à date, le Tom Green, Tom Green Country. Là. Tu vois qu'il a vieilli, on s'entend. Okay. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Tom Green, c'est ça. C'est un gars c'est un Canadien d'Ottawa qui avait un show sur la télé communautaire là-bas, de Rogers, dans les années 90. Et c'est un show complètement fucké qui a propulsé sa carrière. Il a fini par être engagé par MTV. Puis, il a fait des films. Il a fait Freddy Got Fingered, Road Trip. Puis, c'est un peu ce qu'on apprend d'ailleurs dans le documentaire, ce qui a précédé Jackass, Eric Andre et compagnie. Tout, ou même quelque part l'Internet. Ouais. Donc, l'espèce de... Tu sais, les clips qui sont faits pour être viraux, où le monde se font écœurer, ou se retrouve dans des situations absolument incroyables, ou qui font pas de sens. Ouais, choquants, ou qui se font mal, ou comme précurseur quand même dans son genre. Ouais. Tout ça. Puis moi, je dois dire que personnellement, quand je vois ça sur Internet, I guess que je suis trop vieux, mais ça m'intéresse pas. Mais quand je vois Tom Green le faire, il y a comme une certaine naïveté puis une certaine authenticité que j'aime bien qui accompagne son jeu. Anyway, j'ai découvert la carrière de Tom Green, je ne la connaissais pas. J'avais vu Road Trip, j'avais vu Got Fingered, puis je connaissais vaguement ce qu'il faisait. Mais de son parcours en étant rapper à devenir animateur de radio locale, radio communautaire, puis qui est engagé, tu sais, du jour au lendemain, on l'a pris d'Ottawa, puis on l'a amené à New York, puis on dit « Tu vas faire ton même show, mais avec de la production. » C'est franchement un parcours vraiment incroyable. Wayne's World. Pour vrai, c'est le Wayne's World réel. C'est comme ça, c'est un vrai Wayne's World. C'est super bon. C'est weird parce que c'est lui qui documente, c'est lui qui fait lui-même son documentaire. Mm-hmm. Puis il fait participer ses parents qui ont beaucoup joué dans ses capsules. Ils ont été victimes souvent de ses frasques. Il ramène des vieux collaborateurs. Tu vois que c'est quelqu'un qui est quand même assez fidèle, qui avait un crew et des gens qui l'ont suivi pendant plusieurs années. Fait qu'il ramène pour le documentaire. Puis à la fin, j'étais full ému. Puis c'est clairement lui là, qui, à la fin, il quitte LA, il vend sa maison, il s'en vient il revient à Ottawa, pardon. Et puis j'étais comme, ben oui, c'est le parcours d'un gars qui a vécu plein de belles affaires, qui a vécu à 100 000 à l'heure. Hey man, c'est le gars, malheureusement, là, qui a inspiré Joe Rogan à faire son podcast parce que Tom Green faisait du Twitch avant que Twitch était quelque chose. Il faisait la diffusion sur Internet avec un switcher qui était immense avant que la technologie soit accessible. Il a fait plein de trucs, on le sait pas. Tu sais, lui, il est inspiré par un gars comme David Letterman. Il a, à un moment donné, il a été guest host pour Letterman pendant qu'il n'était pas disponible. Il a accompli tous ses rêves. C'est super touchant parce qu'on sait aussi que Tom Green, dans sa vie, a été atteint du cancer des testicules, puis il en parlait ouvertement jadis, puis il en reparle encore dans le doc. Et c'est beau de le voir où il est rendu maintenant. Fait que je vous dis, en complément, là, si vous n'êtes pas encore des abonnés d'Amazon Prime, écoutez This is the Tom Green Documentary, puis écoutez son special après qui est I Got a Mule. Puis c'est autant de la slow TV, parce que c'est pas hilarant, là, Tom Green Country, là, c'est très, très... C'est presque du slow TV. Ben, vous avez du stock pour un bout. Mais moi, j'ai full apprécié son parcours, puis je dois dire que depuis, je suis un peu à la recherche de ses clips sur YouTube. Ses émissions au complet sont disponibles. Ça vaut vraiment la peine de découvrir comme un type que je connaissais pas son parcours. C'est incroyable. Allez voir ça. Tapez Tom Green dans Amazon Prime, vous allez tomber sur son matos. J'avais un DVD des best-of de son show de télé. Ouais. Faudrait que je ressorte ça. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ça donne le goût de revoir. Comme, moi, je les écoutais pas, mais en l'écoutant, le doc, j'étais « Ah, mon Dieu, je veux voir ces choses-là. » J'ai passé à côté d'espèces d'ovnis. Puis juste l'idée du... À un moment donné, il pétait quand il a fait un show communautaire à Ottawa, il a décidé, sans avertir personne, de péter le stage.
Puis Eric Andre, des années plus tard, s'est dit, Chris, j'ai réalisé que j'ai piqué ça à Tom Green sans y penser. Je l'avais incorporé. T'as Steve-O de Jackass qui dit, finalement, moi, je faisais juste du Tom Green, version extrême. Il y a beaucoup de gens, en fait, reconnaissent qu'aujourd'hui, c'était un précurseur. C'est un gars qui a quand même une tête et une intelligence émotionnelle. Là. C'est pas juste une espèce de wacko qui va avoir des clics sur YouTube. Mais c'est ça qui est le fun. Non, ça n'existait pas quand il a commencé. Pas YouTube, encore. fait que... Non, exact. On va continuer avec toi, mon cher Laurent. Savez-vous où est-ce qu'on n'était pas en fin de semaine, les gars? Plusieurs... En fait, où j'étais, c'était ça, puis le reste, j'y étais pas. On n'était tous pas, nous autres, au festival de BD d'Angoulême. Ouais, tous nos amis sont allés. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, le monde qui font de la BD. Là. Ouais, j'étais pas là. Tous ces gens-là qui étaient à Angoulême et que la seule photo que j'ai reçue, c'est une photo d'une page de Scramustache. Qui t'a envoyé ça? Notre ami Renaud Plante. Merci Renaud, quand même. Qui t'a envoyé une page de Scramustache? Ouais, j'étais comme, là, tu m'envoies une photo puis t'as décidé que ça allait être elle, là. Ça, c'est trop Merci, là, oui, là. ben oui. Clairement. C'est sûr que oui. Mais bref, Angoulême, qui est le plus gros festival de bande dessinée francophone au monde, puis qui remet des prix à chaque année, fait que, c'est ça. T'as des Je vais prix. vous en parler. Génial. Surtout parce que je suis très excité et surpris du Grand Prix de la ville d'Angoulême. Ça, c'est le prix genre ensemble de la carrière, puis qui désigne le président de l'édition suivante, qui a été remis cette année à Anouk Ricard, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, mais que je m'attendais pas à ça. Parce que c'est vraiment... elle fait de la BD très, très, très absurde, que t'es jamais sûr... Ça a tout le temps l'air de la BD très, très enfantine là, pour les genre 2-3 ans. C'est pas mal tout le temps des animaux, mais qui se bitchent puis qui sont super décalés, genre. Okay. Fait que là, c'est un prix qui est voté par les auteurs qui sont présents au festival. Et fait que c'est une Québécoise ou c'est... non, c'est une Française. Okay. Puis elle a fait des grands classiques, dont Coucou Bouzon, Doki Coco récemment, Animan, qui est un homme qui se transforme en animal, qui avait gagné un prix il y a 2 ans aussi. Puis moi, je suis vraiment ravi, mais néanmoins surpris parce que c'est comme un peu niche. Puis c'est comme si le milieu de la BD avait décidé d'envoyer un pied de nez, puis qui était comme, c'est fini la BD réaliste qui se prend au sérieux de nous. Plaît, ouais. C'est à ça qu'on donne les prix à cette heure. C'est une bonne chose. Puis moi, je suis très content, mais je suis très surpris quand même. Là. C'est ça, je me dis, je suis comme, les dessinateurs réalistes là, qui étaient comme tous les 40 premiers Grands Prix de la... C'est comme fini, c'est fini ce temps-là. Voici le voyage que j'ai fait il y a 5 ans et mon carnet ramené en bande dessinée. Non, plus genre ceci a semi-l'air d'une BD pour enfants, mais avec un humour complètement... Non, mais je te parle de ceux qui gagnent. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'était plus genre ceci est une BD de police qui... millionnaire qui tire du gun. Mettons. Je suis sûr de comprendre, mais je me suis perdu dans ta métaphore, mais je vais prendre ton... bref, je suis bien excité. Anouk Ricard, checkez ça. Moi, ça me fait bien rire. J'adore ça. Sinon, le Fauve d'or, donc du meilleur album de l'année, a été... Là, je vous avertis, moi, j'ai passé beaucoup de temps à emballer des livres. J'en ai pas lu. Fait que j'ai presque rien lu de ça. Mais le Fauve d'or a été remis à Deux filles nues de Luz, qui était un des survivants de Charlie Hebdo. Là, on en parle souvent, mais là, c'est le dernier album qui est sorti qui s'appelle Deux filles nues parce que c'est du point de vue d'un tableau qui représente deux filles nues, puis c'est comme tout l'album est dessiné du point de vue du tableau, à travers, genre, volé par des nazis, comme pédalé de ci, de là. Il paraît que c'est vraiment bon, puis que l'expérience est vraiment comme super bien faite et intéressante. Fait que j'ai bien hâte de le lire. Le prix de la série a été remis à un manga dont j'avais parlé, il me semble, qui s'appelle Dementia 21 de Shintaro Kago, qui est comme... c'est genre, imaginez Cube, le film Cube, mais qui serait très... Triangle. Non, qui serait que le sujet principal serait genre les préposés aux bénéficiaires. Mais dans Cube. Genre, je sais pas comment le décrire d'autre. Je sais que tu parles de Cube, c'est où est-ce que les gens se réveillent dans un cube qui a comme des pièges, puis c'est weird et fucked up. Là, j'ai juste vu la bande-annonce, puis je peux pas écouter ce film-là, ça m'angoisse.
Ah oui. Un escape room compliqué. Voilà, Ouais, mais c'est ça. aussi, ouais, Qui tue. mettons, qui tue. Qui tue. Puis là, il y a eu 2 prix, 2 mentions spéciales du jury. Un pour un livre qui s'appelle Les Météores et un autre pour un livre qui s'appelle En territoire ennemi, qui, on m'a dit beaucoup de bien des deux, mais je ne les ai pas lus. Puis le prix du Polar a été remis à un très bel album qui s'appelle Revoir Commanche par Romain Renard, qui est déjà venu au FBDM il y a plusieurs années. Là, Oui, puis que je c'est me comme souviens. un one-shot qui est dans l'univers de Comanche, qui était comme un vieux western qui est passé dans le journal Tintin des années genre 70, là, dessiné par Herman, scénarisé par Greg, qui était comme un classique du western en BD, mais il a comme repris les personnages, puis c'est comme une suite là, qui se passe là, longtemps après, genre sur la fin du Far West, là, au début des années 1900, puis qui paraît qu'il est très bien. Fait que voilà, checker tout. Question pour toi, Laurent. Oui. C'est quelle page de Scramustache qu'on t'a envoyé? C'est une bonne question. Je ne l'ai pas reconnu. C'est une page dans l'espace. Je Boys, dirais... il y en a plusieurs. Ouais, mais je guesserais des comme premier album, là, genre... l'album 5 ou 6, là, le titre m'échappe, mais il trouve une espèce de vaisseau dans lequel vit un pilote fantôme. Oui, genre. je me souviens très bien. Je pense que ça vient... Ma mémoire me dit que ça viendrait de cet album-là, mais je ne mettrais pas ma main au feu. Ça fait... Mes Scramustaches sont loin. Ils sont loin. Hey, tu seras très heureux d'apprendre que j'ai maintenant la collection complète des Tintins. T'es-tu heureux pour moi? Oui, ouais, c'est de la bonne bande, ça. Ah oui, c'est vrai, je voulais te parler de tes Lucky Luke, d'ailleurs. Les Lucky Luke sont maintenant à l'échange, si tu veux t'en dire. Parce que j'ai hérité d'une... pas hérité directement, là, c'est pas quelqu'un qui était proche de moi qui est décédé, mais j'ai hérité d'une énorme collection de BD de laquelle j'ai tiré des titres qui me manquaient pour justement finir mes Tintins. Et j'ai presque tous les Astérix. Il m'en manque genre Oui, mais 3. t'as pas gardé tes Lucky Luke alors que c'était une très belle page de Lucky Luke. C'est parce que ça m'attire pas. Je sais ce que c'est, je sais que ça a des qualités, mais je me dis je vais jamais les lire. Puis, anyway, j'ai amené tout ça à l'échange, puis je me suis fait un petit montant avec ça. Bon, je suis ravi pour toi. Je suis désolé. Je les ai gardés quand même 2-3 semaines. Là. Mais là, personne venait, fait que je les ai vendus. Ouais, mais là, j'ai déménagé. Ah, c'est pas une excuse. Ben, un peu. Oui, pas mal. Vous êtes installé? Je dirais pas installé. Non. Le déménagement est fait. OK. Êtes-vous satisfait d'être déménagé? Je suis très content que ça soit derrière moi. Oui. Mais Attends, il te reste 1 an. Oui. Le building va être vendu. Tente pas le yard. Là, écoute, moi, j'ai pas eu mon augmentation encore, puis ça me stresse tellement, là, parce que c'est clair il y a jusqu'à la fin du mois de février. Il s'en calisse des règlements, ce gars-là. Toi aussi, tu peux t'en calisser, ça veut dire. Écoute, oui puis non. On était où? Je pense qu'on était à Estos, sinon? C'est ça à toi? Moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Il me reste un petit truc, moi, de mon côté. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, c'est concernant les droits de Superman. C'est comme une histoire qui est cyclique, parce qu'il me semble que ça revient à chaque à peu près 5-10 ans. Mais l'avocat Mark Tiberoff a déposé une plainte au nom des héritiers de Joe Shuster, le co-créateur de Superman. La plainte a lieu alors que Superman va avoir un regain de popularité dans les prochains mois grâce à la sortie du film de James Gunn qui aura lieu cet été. Et Tiberoff, qui est l'avocat, prétend que les droits de Superman sont revenus à la famille dans certains territoires étrangers, dont on parle de la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Canada et l'Australie. Donc, parce que les lois sur le dépôt légal sont différentes selon les pays. Exactement. Donc, c'est d'ailleurs, Mark Tiberoff avait représenté Jerry Siegel et Joe Shuster il y a une couple d'années dans un procès, pas pour une cause, concernant les droits du personnage de Superman et les héritiers des deux familles. Et là, il est en train de déposer, en fait, il a déposé une plainte concernant justement ces territoires-là. Ça menace la sortie, bien sûr, du film sur ces territoires. Donc, il y a pression ici-là. Et j'en sais pas vraiment plus. Là. C'est tout le temps un peu compliqué, moi, cette histoire-là de droit autour du personnage de Superman, parce qu'il y a comme plusieurs... Il y a eu plusieurs moments où ça a été contesté, où il y a eu des ententes, puis finalement ça a été reporté. Puis tout ça pour dire qu'en ce moment, ça sera devant la cour où il y aura entente hors cour. Il faut dire que Mark Tiberoff n'en est pas à sa première représentation des co-créateurs de personnages de comic book. Il avait entre autres aussi représenté les héritiers de Jack Kirby par le passé. Et ça, je viens de le mentionner, Jerry Siegel et Joe Shuster. Donc, c'est ça. Toi, Laurent, il te restait quoi avant qu'on fasse juste une petite mention que si vous, comme moi, vous avez déménagé il y a une semaine,
et ou si vous étiez simplement très occupé pendant le mois de janvier, vous avez peut-être, comme moi, manqué presque l'entièreté du festival Plein Écran, qui est un festival de cinéma que j'aime bien, qui se passe entièrement en ligne, qui est un festival de court-métrage sur Facebook, québécois, ouais, qui est comme à la fois sur Facebook et Instagram. Le concept, là, c'est que ça dure un petit peu plus qu'une semaine, puis à chaque jour, on met 4 films différents. Donc, tu as 24 heures pour les regarder. Tu en as 3 sur Facebook, 1 sur Instagram, puis le lendemain, ça switch. Généralement, tu en as pour à peu près 1 heure de film par jour, là, si tu es assidu. Fait que si, comme moi, vous avez tout manqué ça, sachez que tous les films sont en rattrapage sur le Patreon de Plein Écran pour la modique somme de 15$. Donc, on parle de à peu près genre 8-9 heures de film quand même de bonne qualité, qui tirent tout partout, là, des fictions, des documentaires, des films d'animation. C'est vraiment comme tous québécois et de qualité. Donc, voilà, cette année, notre ami Jean-François Provençal était porte-parole. Ah, je savais pas. Du festival. Puis je pense que tu peux, sur le Patreon, tu peux aussi regarder ses coups de cœur à lui. Ah, cool. Bon. Voilà. Parfait. Moi, je le suis sur Instagram, il fait des recettes de ce temps-ci. Oui, c'est long des fois. Hein? Ouais. À chaque fois, je suis comme, c'est ben trop long. Je finis tout le temps par le regarder au complet. Non, mais c'est long de la bonne manière, c'est ça. C'est pas du contenu rapide, là, c'est le fun. On prend une petite pause. Simon, toi aussi, tu avais terminé. Donc, juste vous rappeler qu'on a un Patreon, les Mystérieux Étonnants, nous autres aussi, comme tous les bons podcasteux. On a besoin d'un peu de sous pour faire rouler la patente. Donc, sans votre contribution, on ne peut pas garder les lumières allumées. Tous les dons, en fait, que vous faites, toute la contribution que vous faites est ramenée dans le projet, réinvestie dans le projet. Donc, c'est patreon.com/mystérieux E. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. En échange de votre contribution, on vous donne accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. On fait des cycles dédiés à des réalisateurs ou à des films ou des franchises, qu'importe. On a fait Kevin Smith par le passé, on a fait les Ernest à un moment donné. Puis toutes les archives sont disponibles quand vous inscrivez. Donc, vous pouvez retourner dans les archives et les écouter. Là, prochainement, on va faire Paul Verhoeven avec mon ami Rémi Fréchette. On commence avec 2 de ses films de sa période européenne. On les fera pas tous. Puis après, on va continuer dans sa période américaine. Puis on va poursuivre après quand il est retourné faire des films en Europe. Donc ça risque d'être un cycle très intéressant. Oui, très reposant, sans doute. Certains, oui, moins que d'autres, je pense. Mais oui, c'est tout le temps des films qui peuvent être assez, je veux dire, ou en couleur, mais c'est pas vraiment la bonne expression. Donc, si vous abonnez au Patreon des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous donner aussi un lien vers le Discord des Mystérieux Étonnants, c'est comme Internet, mais sans trou de cul. Une belle plateforme où les gens se partagent des articles à propos de différents sujets qui entourent la culture pop. Ça peut être autant des suggestions de lecture de BD ou écouter des films. D'ailleurs, il y a eu le mois français dans lequel nous sommes en ce moment. C'est le mois de février. Ah oui, c'est vrai. Donc, à chaque année, depuis quelques années, depuis au moins 3 ans, en février, les gens écoutent des films français. Pourquoi on fait ça en février? Parce que c'est le mois le plus court. Donc, c'est Blaise, un auditeur des Mystérieux Étonnants, qui a fait la programmation, qui va commencer la projection dès demain. Si je ne m'abuse, c'est comme au moins votre 3 ou 4e année de film français. C'est comme journalier, me semble. Non, c'est pas journal. C'est 2-3 fois par semaine. Okay. C'est pas à chaque jour. J'étais comme la qualité doit demander. C'est un peu la blague aussi. Là, c'est que ça varie selon les projections. Demain, c'est exceptionnel un mardi parce qu'on était supposé faire ça samedi dernier, mais il y avait le Royal Rumble. Donc, c'était supposé être sur le Discord, mais il y a un petit contretemps. Mais on ne pouvait pas finalement l'écouter live. Et donc, ça sera cette semaine. Donc, je pense que c'est le mercredi, vendredi, samedi pour les intéressés. Donc, Blaise nous a fait une programmation. C'est gratuit quand vous connectez au Discord des Mystérieux Étonnants. Puis, on vous donne aussi à l'avance des Terre Humaine Cheese d'Or, le podcast qui est animé par Simon Chénier, Étienne Forêt et Gabriel Lézacolard, qui, j'ai appris, était la fiancée d'Étienne Forêt. T'étais au courant de ça? Oui, ils sont fiancés. Je l'ai appris, moi, sur Instagram. Il m'avait même pas dit ça. Donc, Simon participe. Oui, c'est son genre 25e podcast à Simon. Les épisodes en l'avance de Terre Humaine Cheese d'Or sont disponibles sur le Discord. Vous pouvez aussi les écouter en même temps que tout le monde sur toutes les plateformes de podcast. Simon, vas-tu être le célébrant de ce mariage? Comme tu l'as été, comme tu l'as déjà été. C'est dans les plans. Wow. Oh, génial. Mon Dieu. Attends, as-tu une date? Un bon sideline. Pas ça, je sache. Je pense que ça va se faire live au podcast de DC et des Raies.
Ça serait malade. Ça m'étonnerait beaucoup. Spécial mariage. Ouais. Étreinte à la mer, peut-être. Oui, peut-être. Moi, il faut qu'il enregistre le bout des vœux. Deux personnalités Internet comme ça. Exactement. Pas le choix. On veut le savoir. Votre contribution fait en sorte aussi qu'on produit Noël Cheese d'Or, Tarkaju, et on est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants est disponible sur notre site Internet, donc ça vous tente d'aller fouiller dans les vieilles archives des Mystérieux Étonnants, ils sont toutes sur le site Internet. On est sur les autres plateformes de bullshit, là, Facebook, Instagram et compagnie. Je poste plus sur Twitter, X, ça m'intéresse plus. Puis je pense déliter éventuellement le compte. On m'a demandé récemment, une très bonne question, on m'a demandé si j'allais m'inscrire à Blue Sky. Ben franchement, messieurs, dames, là, j'haïs ça, faire la gestion des médias sociaux. J'haïs vraiment ça. J'ai des commentaires de jambon à chaque jour à ma job qu'il faut que je traite. Puis j'ai vraiment pas de patience pour faire de la gestion. Fait que bravo, c'est être capable. Moi, ça me tente pas. Fait que je veux pas ouvrir une autre plateforme. Ça veut dire qu'il faut que je l'administre. Fait que tant qu'à ouvrir des plateformes puis les laisser ouvertes puis pas vraiment poster dessus, allez sur le Discord, c'est vraiment là que l'expérience est. Puis c'est là que c'est le fun. Ouais, si vous cherchez une alternative à Messenger aussi, Discord, vous rajoutez vos amis, vous essayez de les convaincre puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Au début, il y a une courbe, je pense que ça fait peur un peu. Mais une fois que vous comprenez le principe, c'est vraiment super simple. On a des gens la semaine passée qui se sont joints d'ailleurs au Discord. Puis je vous rappelle encore une fois, contribution, tout est réinvesti dans le show. Puis tout coûte cher en ce moment, même l'hébergement, même le shell qu'on utilise en ce moment. On en a besoin. C'est essentiel. Sans ça, je ne pourrais pas payer ça de ma poche. Écoutez, je vais faire faillite là, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup de sous quand même. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Uncanny X-Men, volume 1, Red Wave. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, The Uncanny X-Men, volume 1, Red Wave de Gail Simone et David Marquez. C'est un petit 6 numéros. Les 6 premiers singles de la série sont sortis, qui font le trade. Le trade sort un peu plus tard, je pense au mois d'avril prochain, mars. Donc, il n'est pas sorti officiellement, mais c'est ce qui va composer le trade. Donc, peut-être je vais essayer de résumer rapidement la bande dessinée en vous rappeler juste avant que si vous ne l'avez pas lu ou si vous avez l'intention de lire, nous allons spoiler en dernière partie d'émission. Donc, vous êtes avertis. Vous pouvez faire pause et y revenir. Ou sinon, restez avec nous autres. Il y a du monde des fois qui se font spoiler, qui écoutent la dernière partie, puis qui trippent quand même sur la bande dessinée. On est après les événements de Krakoa. Donc, les X-Men sont dissous. La nation d'elle-même de Krakoa n'existe plus. Et donc, les survivants, si vous voulez, des X-Men se retrouvent un petit peu divisés un peu partout à travers les États-Unis. Et il y a une équipe qui, de façon organique, se forme, celle de Gambit, Rogue, sa femme, de Wolverine, qui sont un peu pris au dépourvu, ne savent pas ce que le futur leur réserve, parce qu'ils vont continuer à être des X-Men, continuer à être des héros après les événements de Krakoa. Et ils font la rencontre d'un jeune groupe de mutants qui est pourchassé par une entité, une espèce de monstre qui s'appelle tout simplement Sarah, et qui ont besoin des vétérans que sont les X-Men pour les protéger. Et en parallèle de tout ça, l'ancienne école de la Xavier Institute for Young... C'est quoi? For Gifted Youngsters. L'école des X-Men, la X-Mansion, a été réappropriée par une agence qui fait la chasse, la traque aux mutants, et elle est transformée tranquillement par cette agence-là en prison. Donc, on y store des mutants, on va même en kidnapper pour qu'ils autres deviennent des agents qui, eux, vont traquer aussi leur père, donc leur ami mutant également. Donc, c'est ça. Je ne pense pas que vous avez besoin nécessairement d'avoir lu Krakoa au grand complet pour comprendre la bande dessinée, quoique c'est important de savoir que Krakoa, l'univers de Krakoa a existé et qu'il a pris fin. Au-delà de ça, c'est quand même quelque chose qui se tient bien. Ça fait partie de certains des titres qui sont dans ce que tu as appelé tantôt en début d'émission, Simon. From the Ashes. Donc, From the Ashes, ouais. Ce qui suit l'ère Krakoa. On va faire le tour rapidement, sans entrer dans les détails, savoir si vous avez aimé ça. On va commencer par toi, Simon. Qu'est-ce que tu as pensé de Uncanny X-Men Volume 1, Red Wave? Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est un des titres les plus forts de la refonte ou du relaunch, si on veut. Parce que tu lis en fait les titres des X-Men alors qu'ils sortent à chaque mois. Ouais.
Puis je pense qu'avec l'art et ce que Gail Simone écrit, je pense que ça fonctionne très bien. Puis c'est le fun de voir Rogue en... Chef. Ouais, c'est ça. En leader des X-Men. Parfait. Toi, Laurent, est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu es capable de suivre l'histoire? Oui, je suis capable de suivre l'histoire. Je pense que ça m'a laissé, genre, neutre. Ah, OK. Dans le sens que j'ai quand même aimé ça, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je pense qu'on dirait que pour moi, qui est plus casual lecteur de X-Men, mettons, c'est-à-dire que j'ai pas du tout suivi Krakoa. Moi, la dernière fois que j'ai lu X-Men, c'était genre House of X, Power of X. Quand l'air Krakoa Le début de Krakoa, tu sais, que j'ai pas suivi. Puis là, c'est comme s'il y avait trop de nouveaux personnages pour moi qui est un casual. Je suis comme, je vais lire des X-Men, puis là, c'est plein de jeunes que je suis comme, qu'on rencontre pour la première fois. Ouais, c'est ça, encore des nouveaux X-Men. Donnez-moi mes bons vieux X-Men. mais tu sais, overall, j'ai quand même eu du fun. C'est bien écrit, c'est fluide. Ouais. Beaucoup d'accents différents. Oui, Simon a remarqué ça aussi. C'était étonnamment horny aussi, surtout au début. Je crois que j'étais comme moi, là, calmez-vous. Là. Comme tout le monde est comme moi. Les X-Men, ils ont tous déjà eu des histoires. Ça fait partie un peu de l'ADN. C'est un soap. C'est le dynastie. Surtout Rogue et Gambit, là, il faut tout le temps. Ouais, c'est ça. Il faut tout le temps. Mais ils sont beaux, les deux. Oui, je comprends. Mais c'était beau de même. Ben oui, si j'étais beau comme Rémi. Ben, t'es pas obligé d'être beau pour fourrer de même, mais je veux dire. Ça veut dire si t'avais des pouvoirs psioniques, ou je sais pas, t'appelles ça. Whatever. Ouais, toutes des choses qui me manquent. Je ne saurais pas. Mais, c'est ça. Mais ouais, non, j'ai eu du fun sans être. Je pense pas que ça va me marquer, mettons. C'est aussi, tu sais, je suis comme. La méchante avait vraiment peur, mais on dirait que son backstory. Je suis comme, on est encore allé creuser dans le passé de Xavier. Je suis comme, combien d'événements et d'amour éploré ce passé cache-t-il à un moment donné, tu sais. J'ai dit ça aussi à Simon avant l'émission. Je dis, ce Xavier a eu beaucoup d'aventures parallèles avant la formation des X-Men. Ben bref, écoute, c'est du bon fun correct, quand même. Ça. Moi j'ai eu du plaisir. Pas tant que ça, là. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir, bien franchement. J'ai lu comme toi Power of X, House of X, jadis. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a lu du X-Men à l'émission. C'était. Ben on a lu d'autres titres des X-Men, là, mais je veux dire, un titre vraiment, vraiment important, c'était celui-ci. Et j'avais bien aimé à l'époque. J'ai suivi en parallèle tout ce qui se passait avec les chroniques de Simon. Et je peux dire que c'est un titre que justement, j'étais pas trop dépaysé. J'étais intrigué qu'est-ce qu'on allait faire. C'est quoi cette nouvelle direction post-Krakoa. J'avais un peu peur de ne pas comprendre justement ce qui était présenté. Puis non, j'ai bien aimé. Il faut dire que je suis fan de Gail Simone. C'est une scénariste incroyable. Elle a beaucoup, beaucoup d'expérience derrière la cravate. Puis elle écrit des personnages qui ont du relief, qui ont leur voix, qui ont une personnalité. Et je trouve que complémenté par le dessin de David Marquez, c'est franchement un très bon titre. Le dernier, le 6e du volume, où on s'en va dans une autre direction, était signé par un autre artiste. Puis déjà là, j'aimais un petit peu moins, quoique c'est un bon artiste, mais j'étais habitué au dynamisme de Marquez. Mais ça a tous les éléments pour moi, ce qui est un bon tremplin pour avoir envie de continuer à lire la série. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je dirais que ce qui m'intrigue le plus, c'est la direction qu'on va prendre avec Wolverine annoncée par le dernier numéro. Qui sont comme Wolverine, t'es atteint de PTSD. Puis là, il est comme What? Oui, ben clairement, ce personnage-là est atteint de PTSD. Oui, non, mais c'est ça. Je pense que tous les lecteurs ont fait of course. Bien sûr, oui, mais je suis comme est-ce que on s'enligne vers une psychothérapie de Wolverine? Ça, je trouve ça intéressant. Ouais, il va aller faire il y a beaucoup à déballer là-dedans. Il va aller faire je trouve que la BD rend bien l'espèce de... Ils sont tous un peu maganés par ce qui s'est passé avec Krakoa. Il y a une espèce de côté... tout le monde est comme... Ils se voient puis ils sourient, mais ils sont comme... C'est rough ce qu'on a vécu, puis là, on est comme fatigué, puis là, encore des affaires. Ouais. Puis là, ben, on n'a pas... Faut-tu comme continuer les X-Men ou pas? Tu sais, la grande question, eux qui sont comme un peu laissés à eux-mêmes,
Sans leader. Le rêve est plus vraiment là. C'est un peu... je pense que c'est bien rendu dans le dialogue interne de Rogue, mais aussi juste dans le comportement de Wolverine, Jubilee aussi. Puis, tu sais, l'espèce de séquence où ils se battent contre le dragon géant. En début de série. Ils sont comme ah ouais, ok, c'est vrai, on a ça qu'il faut régler, mais on est comme mais en même temps, il y a Gambit qui est tellement positif. Je l'aime tellement dans cette série-là. Il réussit juste à dealer avec le dragon. Je trouvais ça. C'est comme le fun. Leurs forces ils sont bien utilisées. Tu sais, des fois, tu lis une BD puis c'est genre une obsession que j'ai, là. J'en ai souvent parlé. Qu'est-ce qui fait que des fois, certaines BD, on la lit et tu sens que c'est un personnage qui, tu sais, ça pourrait être copy-paste, genre copier-coller le même dialogue. Il n'y a rien qui différencie. Versus, tu lis certains titres, puis au contraire, tu as l'impression que chacun des personnages est une vraie personne, que son propre ton, sa propre personnalité. C'est très clairement ça pour moi dans la série de Gail Simone. Surtout, comme tu le dis, Gambit, qui est un peu... Ce que j'aime de Gambit, c'est qu'il est un peu extravagant, mais il n'est pas too much. Il sait quand ça fermer, puis juste se mettre en background, puis d'être le personnage de soutien. C'est un pro-chevalier un petit peu crotté. T'sais, je sais pas comment dire. Il y a comme il est chevaleresque, mais en même temps, il a lui-même un passé un petit peu sombre. Comme Aladdin. Comme Aladdin, le roi des voleurs, exactement. Ben oui, c'est vrai. Aladdin et Gambit, même combat, man. Ouais. Mais des fois, c'est ça. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'apport aussi de Nightcrawler, qui a été rajouté à l'équipe un peu plus loin dans la série. Et comme tout bon comic book ou même film de comic book, quand on est capable de combiner les pouvoirs de chacun d'une espèce de belle chorégraphie de combat, ça, c'est ce que n'importe quel geek de comic book désire, là, surtout de comic book de super-héros. Puis là-dessus, il livre la marchandise, je trouve personnellement. Puis on a aussi l'élément avec RVX, qui est le petit enfant qui était à l'hôpital. Ah, c'est Wes Buckley. C'était comme le fun de voir quelqu'un qui aime les X-Men après tout ce qui s'est passé, puis là de les voir aller, tu sais, le Wolverine il sait tout de suite qu'il va se passer quelque chose de pas correct, mais ce personnage-là, oui, il est pas hyper développé au début, mais je pense qu'ils vont jouer beaucoup avec ça, avec ce que j'ai lu qui s'en vient. Ce personnage-là est quand même important par rapport à Xavier et d'autres affaires, parce que un de ses pouvoirs, c'était la préconition. Voir le futur, ouais, c'est ça. Puis il y a aussi un peu de télépathie, puis c'est à l'hôpital, il n'a pas tout montré ce qu'il pouvait, mais ça l'a aidé Rogue à ne pas mourir. Oui, quand même. Et revenir. Oui, elle se fait massacrer pas mal. Elle puis Wolverine, il en mange une trolley là, contre l'espèce de Sarah, qui est un genre de mort-vivante, pas très au clair ce qu'elle est. C'est aussi l'ex de Xavier quand elle était jeune. Elle a probablement un fils à son nom avec lui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il me manque des éléments dans cette histoire-là, mais je pense que c'est quelque chose qui va être développé. C'est-tu un nouveau personnage, à ta connaissance? À ma connaissance, ouais. Okay. Moi, ce que j'ai comme aussi la Warden de la prison. Oui, elle, je me demandais c'est qui. J'étais comme, c'est qui ces néo-sentinelles-là? Ça a l'air que c'est un nouveau personnage aussi. C'est ça. Non, une bonne... je sais pas, un bon tremplin. J'ai trouvé ça beau. Je carais. J'ai rien à dire de plus. Je pense que c'est... Tu sais, j'ai écouté la Animated Series comme tout le monde, puis j'ai eu un moment où j'étais... Ah ouais, je suis dans un mood là, pour les du X-Men, puis si vous avez aimé la dynamique que vous retrouvez dans la série animée, je trouve qu'il y a comme un pont à faire entre ça puis ce volume-là. Je trouve qu'il y a quand même une certaine dynamique qui est similaire. C'est une certaine maturité dans le sujet, puis en même temps du gros fun de comic book. Là. Puis je pense que... vas-y. On sent qu'on va retourner à une forme de école for gifted youngsters. Je comprends, tous les jeunes qui sont introduits là-dedans vont rester
rester un bout, en tout cas. Ils vont faire partie Parce de l'équipe qu'un de d'X-Men ceux-là est supposé être le prochain Apocalypse ou something like that. qui va amener la fin des X-Men. Ouais. Ça se peut. C'est ce qui est supposé. C'est tout le temps la fin des X-Men. Hein. C'est jamais juste relax. C'est tout le temps la fin des mutants. Depuis Deadly Genesis, au début des années 2000, écrit par Ed Brubaker, où justement on a présenté Xavier comme un salaud, je pense, pour une des premières fois. Là. En tout cas, une des fois qui a le plus explicitement le parlant. Ça va pas bien pour les X-Men. Il n'y a jamais vraiment un retour total au statu quo. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Puis oui, mais c'est ça le statu quo de X-Men, c'est que ça va pas bien, non? Le classique, c'était dans la maison des X-Men. Il y avait comme un certain standard. Puis là, on réinvente ce standard-là en vague depuis ces années-là. Puis c'est très bien, c'est pas une critique, c'est juste une observation. Genosha, un Krakoa, un House of M, tout le temps une éradication massive de... Ça va pas bien, là. Tu veux pas être un mutant. Non, puis c'est aussi, malheureusement, très d'actualité, je trouvais. Tu sais, la prison et les fucking mutants, on les haït, puis c'est toutes les personnes différentes. Hein, oui, disons que la métaphore n'est pas perdue depuis la création des personnages. Hein? Non, c'est ça. C'est vrai que je me suis dit, waouh, c'est étonnamment une pointe avec l'actualité de cette semaine, sans comme impossible que ça ait été fait cette semaine. C'est même depuis les années 60, fait que tu peux y injecter n'importe quel préjugé de masse dans X-Men, puis tu vas la trouver, là, c'est évident. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On le recommande. Toi, Laurent, t'es moins chaud. Moi, je en tout cas, on dirait que... Non, j'ai aimé ça. Pour vrai, c'est bon, mais c'est comme si c'était un trop meg morceau pour un casual comme moi, mettons. Mais je comprends. Ce retour de genre à la Strange Academy et tout, là, je pense que je suis un peu saoulé par toutes ces séries qui introduisent des jeunes que je sais qu'on va oublier dans 12 numéros puis qu'on n'en reparlera plus jamais, genre. Comme une genre de fatigue de ce trope-là, peut-être, tu sais. Mais ils vont faire partie des rangs, maintenant, des X-Men. Il y en a sûrement qui vont rester. Ouais, tant que Gail Simon va rester là, mais comme, tu sais, je sais que ces affaires-là, des fois, tu changes de writer, puis c'est comme, hop, tous ces personnages-là sont tellement, c'est pas mes bébés, je les utilise plus. Moi, je voulais jouer avec Colossus, là, on va ramener Colossus, mettons. C'est comme ce genre d'affaires. Mais je me plais la bouche pleine, là, pour vrai, j'ai quand même eu du fun. Ouais, OK. Je pense que pour un premier trade, c'est bon. Je te dirais que les nouveaux personnages sont pas super développés dans le premier trade, mais évidemment, c'est un début de série, fait que ça va... J'avoue que j'ai pas trop compris leur pouvoir non plus. Non plus, c'était plus ou moins clair dépendamment des... À part le kid qui... En tout cas, c'est plus ou moins clair aussi, mais le kid qui ramène la mort ou qui te fait avoir des cauchemars, genre... Les autres, la jeune fille, j'ai pas trop compris. Le gars, il a pas de cœur, c'est ça son pouvoir, Non, il est hyper fort, il est comme résistant. Puis l'autre, elle parle avec son cheval magique. Ouais, ça parle avec son cheval magique. OK. Ouais, puis elle dit que c'est pas une mutante, mais spoiler, c'en est tout. C'est ça. What? Simon, juste pour compléter, là, par rapport à l'autre titre, parce que c'est Uncanny X-Men, il y a Uncanny X-Men, t'as aussi The X-Men avec Scott Summers, une autre équipe qui se passe à Alaska. Est-ce que ça se complète bien, les deux ensemble? Est-ce que c'est laquelle des deux là, qui est ta préférée? Celui-là, X-Men de Gail Simone est meilleur. Mais X-Men de Jed McKay est bon. Mais je pense que pour continuer, je pense dans des nouvelles séries des X-Men, les deux autres qui sont meilleurs, c'est Exceptional X-Men, où là c'est Kitty Pryde et Emma Frost. Kitty Pryde qui ne veut plus être une X-Men, mais qui se fait ramener évidemment à entraîner d'autres nouveaux. NYX, qui est là, c'est certains personnages qui sont à l'école, dont Miss Marvel, une des Cuckoo Sisters avec Laura Kinney, l'autre Wolverine, qui était vraiment bon. Puis Phoenix, le titre de Phoenix avec Jean Grey dans l'espace, c'est très bon aussi. OK, on va jeter un coup d'œil là-dessus, voir comme si ça tient toujours la route. Elverine. Elverine? What the fuck is that? C'est quoi ça? C'est Wolverine en enfer?
c'est un autre démon à la Ghost Rider qui possède pas Wolverine, mais son fils Daken. OK. Il est revenu, lui. Ouais, il est revenu. Il s'est fait découper à la fin de Krakoa par Sabretooth, mais là, il est revenu à cause de l'esprit maléfique qui le possède et il devient Helverine. Et c'est très wacky, mais c'est le fun. Est-ce que tu as mis à jour, pour les gens qui sont membres du Discord, les 2 listes de lecture, est-ce qu'ils sont relativement à jour dans la section comic book? Ouais, Krakoa, vu que c'est fini, pas mal, c'est à jour. Okay. Là, j'ai pas fait avec les nouveaux. On verra. Quand tu vas être rendu là. Parfait. Pour les gens puis les vieux, je continue à rajouter le stock là, à mesure que je le lis. Là. Parfait. Pour les gens qui s'intéressent dans la section comic book du Discord des Mystérieux Étonnants, il y a bien des membres nécessairement qui ne savent pas, mais il y a une espèce d'épingle en haut. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers des Google Docs. Donc, c'est des listes de lecture que Simon a compilées. Un de l'époque Krakoa, des X-Men, et l'autre, c'est sa lecture qui a commencé dans les années 70. Puis là, il est en train de rattraper. Là, il est rendu au début des années 2000, 99. Je suis rendu en 99. C'est ça. Donc, si vous voulez suivre sa lecture à partir d'une application ou en achetant les trades, vous avez l'argent. Donc, vous pouvez la suivre. C'est donc une grosse job parce que les listes ne sont pas complètes sur Internet. Elles ne sont pas complètes non plus là, mais c'est une bonne lecture. Si vous voulez suivre des décennies littéralement des X-Men, vous avez accès. C'est pas parfait non plus, mais tu sais, j'ai quand même fait de la recherche pour voir les titres qui avaient plus de sens, puis avec ma lecture aussi. Puis, on a instrumentalisé ton sentiment de complétisme. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon. Merci Laurent, merci Simon, merci à vous autres à la maison. Faites attention à vous autres, essayez de prendre un break si c'est possible pour vous des nouvelles pendant la semaine, en espérant que le show vous amène un petit peu de confort et de joie. Si vous avez l'opportunité de pouvoir contribuer au Patreon, allez faire un tour, le lien dans le descriptif de l'épisode. Puis la semaine prochaine, ça serait le fun d'avoir des messages vocaux de votre part. N'importe quel sujet, question, commentaire, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire face justement à l'espèce de boycott qu'on nous appelle à faire de ce temps-ci, ce qu'on devrait le faire nous autres aussi pour les Mystérieux Étonnants. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, envoyez ça. Le lien est dans le descriptif. On se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. OK, bye. Bye. Bye.